Moi, c'est le docteur Oumar Mamadou Samba. Je suis psychiatre addictologue au niveau du CPIAT, au niveau du service de psychiatrie de l'hôpital Fann. J'ai le plaisir de modérer cette session qui s'intitule des transformations, adaptations et innovations dans la RDR. Je pense que nous aurons 5 présentateurs. Donc, avant cela, je tenais à remercier le comité d'organisation et le comité scientifique de ce colloque-là, de nous avoir associés et de nous avoir fait l'honneur de nous choisir parmi les morateurs de ces sessions-là. Je suis avec M. Mathieu Favre, qui sera le rapporteur de cette session-là. Sans plus tarder, nous allons appeler le docteur Albert Augustin Ndiol. Hein? Albert Gauthier Ndiol, qui est enseignant en anthropologie et au niveau du département de sociologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui va nous parler des interprétations et vécus de la réduction de risque par les usagers de drogue au Sénégal. Docteur Ndiol, vous avez 10 minutes. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est avec un plaisir que je reprends la parole pour faire une communication sur un sujet assez passionnant d'ailleurs et qui soulève beaucoup de questionnements et beaucoup d'ambiguïté entre les pratiques biomédicales et les représentations des communautés d'usagers de drogue. Alors, je vais vous faire une présentation sur les interprétations et le vécu de la réduction des risques par les usagers de drogue au Sénégal. Alors, ça marche comment? Le slide, tu peux m'aider s'il te plaît? Non. Tu peux faire slide s'il te plaît pour moi, c'est plus simple. Hein? Voilà. Donc, il faut juste un petit rappel. Hein, il y a eu une dynamique ouest-africaine qui est aussi une dynamique globale basée sur la réduction des risques qui a été véhiculée par les acteurs de traitement des usagers de drogue depuis la perception globalisée de l'échec de la guerre à la drogue qui n'a pas eu de résultats satisfaisants. Et en Afrique aussi, cette dynamique nous a beaucoup marqué et le Sénégal a commencé très tôt aussi à mettre en place un dispositif de traitement, et donc dans cette perception selon laquelle il faut changer les approches pour traiter les consommateurs de drogue. Donc, on a eu un projet de recherche dénommé UPSEN depuis 2011 et qui, tout de suite après, au travers des résultats qui avaient été découverts, a senti la nécessité de réagir tout de suite parce qu'il y avait une demande pressante de la part des usagers de drogue qui voulaient être accompagnés au niveau des soins, au niveau social, etc. Et une équipe de terrain a été mise en place pour des activités d'outreach. Et plus tard, le CEPIAD a été mis en place. Donc, le CEPIAD, comme vous le savez, c'est le centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar, qui offre une prise en charge assez globale aux personnes consommatrices de drogue, mais une prise en charge qui inclut aussi les outils de la RDR, particulièrement un programme d'échange de seringues, un programme aussi pour doter les usagers de drogue de préservatifs, mais aussi un programme méthadone. Je cite ces trois parce que ce sont ces trois qui attirent notre attention dans cette présentation. Et à partir de 2017, au Sénégal, on a commencé à avoir le phénomène de la dissémination du programme de réduction des risques dans les autres régions du Sénégal. L'objectif ici, c'est d'analyser un peu les interprétations et les vécus de la RDR, notamment de ces trois outils, programme d'échange de seringues, méthadone et préservatif, et de voir comment c'est apprécié et perçu par les consommateurs de drogue qui en bénéficient. Notre recherche s'inscrit dans le cadre d'un projet global qui s'appelle Codisox pour consommateurs de drogue et dynamique sociale au Sénégal, qui a reçu l'approbation du comité éthique. Et nous avons mené des enquêtes ethnographiques, slide s'il vous plaît. Nous avons mené des enquêtes ethnographiques dans le milieu des usagers de drogue et à Dakar
et à Hambourg et à Kaolack où les dispositifs ont été mis en place. Et on a fait un postdoc supplémentaire de 2 ans avec l'ANRS, mais on était déjà présent sur le terrain depuis 2011. Et les données ont été analysées grâce au logiciel D12 et les thématiques spécifiques qui vont être présentées ici, je le rappelle, concernent la méthadone, le programme d'échange de seringues et les préservatifs. Slide. Alors, en ce qui concerne les perceptions et les expériences de la méthadone auprès des consommateurs de drogue interrogés, donc il y a une appréciation, beaucoup d'appréciations positives de la méthadone qui est interprétée comme étant euh, un élément qui a pu aider les gens à changer beaucoup de choses dans leur vie et qui a normalisé un peu, entre guillemets, les rôles sociaux attendus des usagers de drogue et qui aussi est apprécié au travers de la restauration de l'état de santé, au travers des concepts de l'apparence physique et du bien-être. Il est devenu beau, il est devenu costaud, associé justement à l'intégration dans un programme méthadone. La méthadone aussi est perçue comme un produit qui est digne de confiance parce que, selon certaines personnes, c'est issu des résultats de recherches scientifiques très avancées et qui l'ont mis en place. Et d'ailleurs, c'est aussi utilisé dans les pays occidentaux. Donc, il y a un fort lien entre ce qui se passe dans les pays occidentaux et ce qui se passe aussi à Dakar parce qu'il y a beaucoup des usagers de drogue qu'on a rencontrés qui ont aussi connu le milieu en Europe et particulièrement en France et qui savaient aussi qu'il y avait des dispositifs qui ont été mis en place mais qu'ils n'ont pas trouvé sur le terrain ici au Sénégal. Certains aussi ont eu un recul critique vis-à-vis de la méthadone en pensant que c'est un outil qui ne sert qu'à prévenir l'infection à VIH dans un contexte où il n'existe pas encore de solution pour sortir de l'addiction. Et ceci a été associé à la construction sociale dans le milieu des consommateurs de drogue de ce que devrait être une prise en charge adaptée des consommateurs de drogue pour qui l'objectif final, c'était de sortir de la consommation et de ne plus être dépendant. Et pour certains, des expériences d'arrêt ont été essayées. Certains sont restés des jours sans les utiliser, même s'ils avaient les produits avec eux. D'autres ont commencé à couper les doses et à les utiliser par moitié. Ou d'autres, particulièrement à Hambourg, ont expérimenté ce qu'ils appelaient la méthode chinoise. Si vous voulez, je l'explique après. Je ne perds pas de temps tout de suite pour ma présentation. La méthode chinoise. Et après, il y a aussi un trafic de méthadone qui a été aussi noté sur le terrain, qui est normal hein, quand on en discute souvent avec les addictologues. On se dit que c'est quelque chose qui est aussi normal, mais c'est surtout trafiqué et acheté par d'autres consommateurs de drogue, particulièrement d'héroïne, qui sont en état de manque. En ce qui concerne le programme d'échange de seringues, donc l'injection a longtemps été perçue dans le milieu des consommateurs de drogue au Sénégal comme étant une pratique très dangereuse et associée à deux sortes de morts. Une mort biologique par overdose. À Dakar, les usagers de drogue disent souvent que toutes les personnes qui sont décédées dans ce milieu, c'était en grande partie des injecteurs. Et à une mort sociale, et ça c'est surtout à Hambourg que c'est ressorti, où on disait que Hambourg, par exemple, qui est un contexte où beaucoup de consommateurs de drogue travaillent dans le tourisme, le fait d'être consommateur de drogue est associé à des comportements ou à des habitudes qui ne riment pas avec l'hygiène de vie. Et disent-ils, quand on est injecteur et qu'on n'a pas une hygiène de vie, on perd sa place dans le travail avec les touristes parce que les touristes n'aimeraient pas être guidés par des personnes qui sont sales, entre guillemets. Néanmoins, il y a des injecteurs au Sénégal qui continuent à se cacher à cause aussi de la stigmatisation sociale à l'intérieur même de leur groupe qui associe l'injection comme l'étape ultime de la trajectoire de consommation. Parce qu'après, pour eux, c'est la mort. Et parce qu'il y a aussi des injecteurs qui continuent à se cacher, certains perçoivent qu'il ne faut pas arrêter la distribution
l'échange de seringues. Pour d'autres, cette distribution avait été perçue comme contradictoire, comme étant une incitation à la consommation, alors qu'il y avait des tests urinaires qui ont été faits pour détecter si la personne avait consommé des drogues et qui était pour eux une manière de les contrôler, de voir s'ils avaient consommé une autre drogue. Et donc, ils ne comprenaient pas pourquoi on leur donnait des seringues. Et d'autres personnes les redistribuaient, soit aussi les vendaient à des personnes ou à des parents diabétiques pour leur injection d'insuline. Slide. Et maintenant, à propos des préservatifs, donc, il y a une perception selon laquelle c'est un moyen utile pour se protéger, pour protéger les familles, et ça, c'est issu de la culture du VIH et justement de tout ce que l'équipe de terrain dirigée par Fall, ici présente, ont fait en termes de sensibilisation et qui est aussi apprécié pour son accessibilité et sa facilité d'usage. Donc, souvent, c'est distribué après les causeries et les activités sociales organisées pour les usagers de drogue. Beaucoup en demandent aussi, soit pour eux, soit pour des tiers, parfois qui ne sont même pas des usagers de drogue. Après, il y a un paradoxe qui a été aussi noté dans la double distribution de préservatifs et de méthadone. Des personnes mariées disaient qu'après leur stabilisation grâce à la méthadone, ils avaient une vie stable et donc ils géraient mieux leur sexualité et donc n'avaient pas besoin de préservatifs. D'autres aussi, sous traitement méthadone, disaient pensaient justement que ce traitement réduisait le libido. Et du coup, disaient que nous, on n'a plus de plaisir sexuel, donc on n'a pas envie d'utiliser les préservatifs. Et c'est d'ailleurs chez ces personnes-là que le recours à la consommation de crack a été noté comme étant un substitut au plaisir sexuel. Slide. Et donc, en discussion, Monsieur le Président, donc les données qu'on a présentées ici font écho à des résultats qui ont été découverts dans d'autres études ailleurs, notamment dans des études qualitatives qui ont montré que les usagers de drogue ne sont pas de simples récepteurs passifs des stratégies et des outils qui leur sont dotés dans le contexte de la réduction des risques. La méthadone aussi est rapportée comme étant un produit détourné dans beaucoup d'autres contextes où certains aussi vont parfois les moduler ou tout simplement les combiner avec d'autres substances. On a parlé de la méthode chinoise à Moore et qui rime aussi avec ce que Rhodes et Harris avaient montré en 2013. Le matériel d'injection stérile dans la littérature aussi qui nous est rapporté fait l'objet de reventes aussi ailleurs. Ce n'est pas un cas spécifique au Sénégal, ou tout simplement de redistribution selon les circonstances. Ici, on a parlé de redistribution pour des parents diabétiques pour leur injection d'insuline. Et au travers de ces constats et de cette discussion, on peut dire que de manière globale, la réduction des risques, en fait, est une approche qui est basée sur les dommages plutôt que sur l'abstinence totale. Et c'est cela qui est très mal comprise par les populations et dans les représentations populaires. Ça pose problème parce que l'idée c'est de sortir des drogues sans autre addiction et que ici, par exemple, la méthadone pourrait remplacer une addiction antérieure à l'héroïne, par exemple. Et il y a aussi des tensions entre des savoirs d'expérience et un savoir médical. Et justement, je le disais au début, il y a eu beaucoup d'usagers de drogue qui ont commencé leur carrière de consommation ailleurs et qui ont vu ce qui se faisait en termes de prise en charge et qui voulaient que ça se passe ici. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Et ils avaient construit un idéal autour de comment est-ce qu'on devrait organiser cette prise en charge et qui malheureusement n'a pas beaucoup rimé avec ce qui a été proposé. En conclusion, Monsieur le Président, la réduction des risques est vue donc comme un ensemble de pratiques techniques à interpréter en fonction du contexte sénégalais. Et les usagers de drogue ont développé ici et ailleurs, on l'a vu, beaucoup de stratégies pour s'adapter au traitement, pour gérer des effets néfastes, des stupéfiants, avec aussi des attentes qui ne correspondent pas exactement à ce qui leur est proposé. Et donc, des enquêtes sociales, justement, qu'on a faites dans les cadres de Codisox et aussi avec l'équipe de terrain du CEPIAT, ont aussi permis, et ça c'est important de le dire, de prendre en compte certaines plaintes des consommateurs de drogue. Et je veux citer ici l'exemple de la distribution de méthadone, qui finalement a bénéficié, a changé complètement de stratégie
pour un apport à domicile que les usagers de drogue avaient demandé. Et donc là, on peut dire que le dispositif sénégalais a été à l'écoute aussi des consommateurs de drogue. Mais ce qu'on voudrait dire pour conclure, c'est que il serait important, au-delà des enquêtes sociales et de l'écoute euh, active des consommateurs de drogue, de pouvoir aussi, en amont, co-construire les stratégies de réduction des risques avec les communautés pour les rendre plus adaptées et plus utiles. Je vous remercie de votre attention. Merci, Dr. Albert. Slide. Merci. Donc, nous allons passer à la seconde présentation avec Ange Mathieu Adou, qui est doctorant en psychologie, qui vient de la Côte d'Ivoire, sur l'implication parentale et le processus de traitement chez les patients en injection thérapeutique au centre d'accueil de la Croix-Bleue d'Abidjan. Monsieur Ange Mathieu Adou, vous avez 10 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ange Mathieu Adou, doctorant en psychologie à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan et aussi psychologue au centre d'accueil de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire. Mon intervention va porter sur le thème implication parentale et processus de traitement sur des patients toxicomanes du centre d'accueil de la Croix-Bleue, cas des mises en cause de l'injonction thérapeutique en Côte d'Ivoire. Le plan de l'exposé s'articulera autour de 3 points, à savoir l'introduction, la méthodologie et le résultat. Au plan de l'introduction, la consommation de drogue est une préoccupation grandissante dans notre société. Et cette préoccupation a donc suscité beaucoup d'intérêt dans le domaine de la justice et de la santé. Au niveau de la justice, la loi numéro 2022-407 du 13 juin 2022 portant la lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et leur précaution en Côte d'Ivoire relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic a instauré la possibilité de considérer les personnes toxicomanes comme des malades. Au niveau sanitaire, les consommateurs de drogue bénéficient d'une alternative aux poursuites judiciaires sous forme d'injonction thérapeutique, en se soumettant bien sûr à un suivi médico-psychosocial. L'injonction thérapeutique est une mesure judiciaire contraignante qui consiste pour la mise en cause à se soumettre à des examens médicaux et à un traitement médico-psychosocial, selon l'Agence régionale de santé 2020. L'objectif de l'injonction thérapeutique est de sensibiliser les mises en cause aux risques associés à ces pratiques de consommation et les emmener vers des centres spécialisés pour un processus de traitement. Des études ayant porté sur le processus de traitement des personnes usagères de substances psychoactives admises en soins montrent que le traitement connaît parfois des obstacles et des perturbations. Parmi ces études, nous avons celle de Adou et Kouakou 2023 qui montre que la distorsion cognitive influence le processus de soins des polytoxicomanes. L'étude de Doris et Hall 2004 souligne que le soutien parental impacte le processus de traitement des toxicomanes. Celle de Kouakou 2018 nous montre que l'apport familial fait varier le processus de traitement des patients alcooliques du centre d'accueil de la Croix-Bleue. Toutefois, l'ensemble des travaux sollicités ne se sont pas intéressés à l'impact de l'implication parentale dans le processus de traitement des patients toxicomanes admis en injonction thérapeutique au centre d'accueil de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire. Or, l'on observe des arrêts de traitement chez certains patients admis en injonction thérapeutique dans ce centre. Cette situation souligne la problématique de l'implication parentale dans le processus de traitement des toxicomanes admis en injonction thérapeutique. Une étude réalisée à partir de ce problème pourrait apporter des connaissances nouvelles sur le rôle de l'implication parentale dans la mise en place du programme d'injonction thérapeutique en Côte d'Ivoire. Cette étude pourrait également aider les décideurs à mieux cerner les contours de l'injonction thérapeutique pour une politique thérapeutique équilibrée. Enfin, aider les consommateurs admis en injonction thérapeutique à une meilleure réinsertion familiale et professionnelle. L'objectif de ce travail
est d'analyser la relation entre l'implication parentale et le processus de traitement des patients toxicomanes admis en injonction thérapeutique au centre d'accueil de la Croix-Bleue. L'hypothèse générale qui ressort de ce travail est qu'il existe une relation entre l'implication parentale et le processus de traitement des patients toxicomanes admis en injonction thérapeutique au centre d'accueil de la Croix-Bleue. L'hypothèse opérationnelle que nous allons vérifier est celle des patients toxicomanes dont les parents ont une implication engagée interrompent moins le traitement que leurs homologues dont les parents sont désintéressés. Au niveau de la méthodologie de cette étude repose sur les variables de l'étude, le lieu de l'étude, les caractéristiques des sujets et le matériel de recherche. Concernant les variables de l'étude, nous avons comme variable indépendante l'implication parentale, qui présente deux modalités, à savoir parents engagés et parents désintéressés. En ce qui concerne la variable dépendante, qui est le processus de traitement, elle est aussi dichotomisée avec pour modalité le traitement interrompu et le traitement suivi. L'étude a été menée au centre d'accueil de la Croix-Bleue à Abidjan sur un échantillon de 80 patients toxicomanes. Les instruments utilisés pour la collecte des données sont les dossiers médicaux des patients et un questionnaire sur l'implication parentale. Concernant la méthode d'analyse utilisée, nous avons utilisé le Kitare. Au niveau des résultats, voici ainsi présentés les résultats du travail. Nous pouvons retenir du travail que le Kitare calculé est égal à 14,22 et la p-value 3,4, lui dans la table de valeurs critiques à 1 degré de liberté et au seuil de probabilité 0,05 montre un lien significatif entre l'implication parentale et le processus de traitement. Le TSV de Kramer, qui lui est égal à 0,42, étant supérieur à 0,30, montre une relation forte entre l'implication parentale et le processus de traitement. Ainsi, on peut conclure que les patients toxicomanes dont les parents ont une implication engagée interrompent moins le traitement que leurs homologues dont les parents sont désintéressés. Cette hypothèse opérationnelle est donc confirmée. Au niveau de la discussion, les résultats de notre étude corroborent avec celles des auteurs qui, dans un premier temps, soutiennent que les exigences parentales sont des solides prédicteurs de suivi et de non-interruption de la démarche thérapeutique. Bommerin, 1991 et Doris, 2004. Celles qui montrent que le climat familial, conflictuel et un manque de cohésion familiale entraînent certains patients à interrompre le processus de soins. Griffin et Hall 2000, Ledoux et Hall 2002. Et pour finir, celles qui soulignent la qualité de la relation parent-enfant et l'apport familial comme facteur déterminant dans la continuité du traitement. Schmidt, Idle, Dacock, 1996, Parker et Benson, 2004, Paco, 2018. Je vous remercie pour votre attention. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui a été fait par l'équipe Codixox et moi-même, Aïssa Toussal. Et ce travail va se porter sur les acquis, les contraintes et les défis pour la continuité des services au CEPIAD. Alors, pour un peu contextualiser ce travail, donc comme mon collègue en avait parlé tout à l'heure, donc la RDR a été implémentée au CEPIAD 2 depuis janvier 2015, qui s'ajoutait donc à la prise en charge intégrée qui était déjà présente à cette époque. Donc, elle est constituée par différentes composantes. Nous avons donc la distribution d'outils de matériel de réduction de risque, les activités de convivialité et surtout l'administration donc de méthadone, qui se fait en plusieurs modalités, soit quotidiennement, soit certains patients qui sont assez stables du point de vue addictologique bénéficient d'un apport à domicile.
Étant donné que la rétention est considérée comme un critère d'efficacité du traitement TSO par les professionnels de santé, on retrouve au CEPIAD en 2019 un taux de 25% de perte de vie qui a été rapporté, ce qui permet de nous poser une question qui est la suivante. Est-ce que finalement le programme de réduction des risques au CEPIAD répond aux besoins exprimés par les usagers et les professionnels de santé? Pour cela, nous allons donc passer par l'objectif général qui sera donc d'identifier les facteurs institutionnels qui favorisent et qui limitent la continuité de la prise en charge intégrée au CEPIAD à partir des perceptions et des expériences des usagers. Pour cela, nous allons à la fois décrire et analyser les perceptions des usagers et des professionnels de santé concernant les services et les soins, et aussi décrire et analyser les obstacles au dispositif du CEPIAD. En termes de méthodologie, donc ce travail s'inscrit dans le projet CODISOX, qui était un projet donc à visée fondamentale et opérationnelle, pour un peu décrire et analyser les dimensions sociales du dispositif pilote qui a été implémenté au début donc à l'initiation du CEPIAD. Donc c'est un projet qui a été financé par l'ANRS et qui a été mis en œuvre de mai à décembre 2023. Concernant la population d'études, donc les enquêtés, nous avons donc fait appel aux informateurs clés, donc c'était des travailleurs et des professionnels de santé du CEPIAD. Nous avons aussi également été aidés par un facilitateur qui nous a permis donc d'être en rapport avec les patients qui sont perdus de vue, donc grâce à des déplacements de terrain. Et également, nous avons été présentés aux patients qui venaient consulter au CEPIAD et qui venaient régulièrement prendre leur méthadone. Finalement, quels patients ont été inclus dans l'étude? Donc, ce sont des patients qui étaient dans 3 catégories. Donc, c'est soit des patients qui sont, au moment de l'enquête, qui étaient sous méthadone. On parle de phase de maintenance. Soit des patients qui percevaient une dose réduite de méthadone. On parle de phase de désintoxication. Et la dernière catégorie correspondait aux perdus de vue, c'est-à-dire les patients qui sont plus dans le programme TSO alors que leur prise en charge n'est pas encore terminée. Donc, ils sont sortis du programme sans avoir l'avis du médecin. En termes de méthodologie, donc, on a utilisé une méthodologie donc qualitative avec des entretiens qui ont été effectués dans les locaux du CEPIAD. C'est des entretiens semi-directifs qui ont été faits en face à face avec les patients. Bien évidemment, les données ont été traitées et analysées grâce au logiciel D12. Et au préalable, nous avons eu l'avis favorable des communautés d'éthique. Donc, quelle est la population d'études? Donc, comme j'avais dit auparavant, nous avons donc 3 catégories de patients. Donc, pour les patients en phase de maintenance, nous avons effectué 15 entretiens. Pour les patients en phase de l'intoxication, nous avons effectué 11 entretiens. Et pour les perdus de vue, on en a eu 13. Nous avons également fait 7 entretiens auprès des professionnels de santé, ce qui fait qu'on a fait en tout 46 entretiens. Maintenant, quel est le premier constat qu'on a pu faire grâce à notre étude? C'est qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait une baisse importante des patients qui continuaient leur traitement à la méthadone, c'est-à-dire que à partir de 2015, on voit dans le tableau, c'est les entrées et les sorties du programme, de 2015 à 2022. On se rend compte qu'il y a 305 patients qui ont démarré leur traitement de méthadone en 2015 et seulement 131 qui sont encore sur le traitement, sachant qu'il y a seulement une seule personne qui est sortie du traitement avec l'avis d'un médecin addictologue. On remarque également une deuxième chose, c'est que le nombre de patients qui sont inclus dans l'année dans le programme méthadone a considérablement diminué. On voit qu'on n'a que 11 patients qui intègrent le programme en 2022. Nous allons maintenant passer aux perceptions des activités de réduction de risque qui sont à la fois appréciées mais avec quelques limites. Notamment, la distribution du matériel a été fortement appréciée par les patients. Cependant, ils ont noté que l'évolution de la consommation, donc les modifications de consommation actuelles ne vont pas avec les profils de médiateurs qui ne correspondent plus parce qu'ils soutiennent que ces médiateurs ne sont pas suffisamment sensibilisés concernant les nouvelles drogues et que finalement, du fait que leur réseau n'est plus adapté aux nouveaux consommateurs, ils ont une difficulté d'accessibilité. On passera également au traitement TSO qui est fortement apprécié mais avec des limites aussi, parce que finalement le traitement leur a permis à une partie donc des enquêtés à reprendre les activités de la vie quotidienne qu'ils avaient abandonnées du fait de leur consommation, à acquérir une meilleure santé physique et une meilleure santé mentale
et également à avoir également une meilleure sécurité financière et une hygiène de vie, comme le rapporte cette enquête qui dit que cela permet de refaire surface et de réinvestir son temps dans d'autres choses selon les consommations. Cependant, une partie d'entre eux aussi ont noté que du fait de leur intégration dans le traitement, après ils se sont rendus compte qu'ils avaient des difficultés d'insertion sociale et professionnelle. Quelles sont maintenant les difficultés rencontrées par le dispositif CEPIAD? Donc, les projets pilotes ont été financés au début donc par différents organismes tels que Esther ou Siwa, mais au fur et à mesure, ces financements se sont vraiment aménusés, ce qui fait que maintenant ils ont uniquement donc le financement du Fonds mondial et du ministère de la Santé, ce qui a entraîné pas mal donc de conséquences au niveau de la prise en charge, notamment donc une diminution des infusions, une diminution donc des consultations somatiques, une pénurie de médicaments du fait de la fin de la gratuité de ceux-ci, mais également les ressources humaines et les budgets de fonctionnement sont devenus insuffisants, notamment en termes du bâtiment principal qui est dégradé, alors que c'est là-bas que se passait le maximum donc des activités de convivialité et de consultation. Et également, on a des difficultés d'accessibilité pour les femmes, ce qui fait qu'on a seulement 6% de femmes qui sont dans le programme TSO. Également, on a notifié qu'on avait un changement au niveau du profil des consommations. Effectivement, en 2022, donc, les profils de consommation en fonction de la principale substance concernaient essentiellement le cannabis, l'alcool, le tabac, ce qui fait que les drogues injectables, qui sont l'héroïne et la cocaïne, on ne représentait qu'environ 7 à 8%. Et ainsi, on pourra donc parler des difficultés, donc des limites de la TSO également. C'est qu'au niveau donc du suivi addictologique, les enquêtés avaient des difficultés par rapport à leur suivi, qui n'étaient pas personnalisés et qui n'étaient pas adaptés à leurs besoins. Ils ont également remarqué que pour les consultations, ils avaient perçu qu'une priorité était accordée aux autres patients qui n'honoraient pas les consultations, donc les patients qui viennent pour les consommations de cannabis ou d'alcool. Et également, le dispositif de sortie de traitement n'a pas vraiment été clairement expliqué aux patients. Du coup, ces patients s'impatientent concernant la sortie de leur traitement, étant donné qu'une bonne partie a été inclue depuis 2015. Et également, il y a la problématique donc de la prise en charge des autres consommations, donc en dehors de l'héroïne qui est prise en charge par la méthadone. Donc, c'est la consommation de cocaïne et de crack qui est une prise en charge qui est assez longue et assez coûteuse pour une population qui a des difficultés en termes de précarité financière. Et tous ces problèmes sont en partie à l'origine du problème de rétention. Et à cela s'ajoutent des limites au niveau de la prise en charge, car nous avons noté que le dépistage et le traitement de l'hépatite B et C ne sont plus vraiment assurés par le CEPIAD, mais elles s'appuient de structures comme le CRTF pour la prise en charge de ces affections-là. Donc, passons à la discussion. Donc, quels sont finalement les facteurs institutionnels qui favorisent la continuité de ces services? On a été noté donc qu'il y a il a été noté que 300 personnes ont reçu ont été dépistées et traitées du VIH et de l'hépatite C grâce au CEPIAD, que cette structure constituait le premier contact de population qui était largement marginalisée et largement cachée, donc le premier contact avec un établissement de soins. Pas mal de scènes de drogue aussi ont été diminuées grâce au déploiement des équipes outreach. Et également, il y a une forte diffusion de la prévention au Sénégal et à la décentralisation également de la RDR dans quelques endroits de la région. Maintenant, quels sont finalement les facteurs institutionnels limitants? Donc, c'est les facteurs qui ont entraîné une contrainte dans le suivi des patients. Donc, on peut les répartir en trois différentes catégories. Déjà, le fait que les ressources financières et humaines sont insuffisantes, ce qui a forcément altéré la qualité du suivi, mais également altéré la qualité de l'accès aux soins, parce que ce sont les populations qui ont du mal à s'honorer des frais des médicaments ou des frais des bilans paracliniques. Et ce qui peut également diminuer l'attractivité de ces patients-là vis-à-vis du CEPIAD. Ce qui fait qu'en fait, au final, on a une approche qui est assez standardisée parce qu'elle se contente presque que de l'administration de TSO, pouvant entraîner une augmentation du risque de rechute dans l'addiction à la polyconsommation,
alors que dans pas mal d'études, on a mis l'accent sur un suivi qui est assez holistique, un suivi donc d'accompagnement médical, psychologique et social, qui représente toutes les dimensions donc de l'addictologie. Mais bien évidemment, ce suivi-là a besoin de moyens financiers adéquats. Et finalement, également, la cible donc, des consultations addictologiques, car on avait remarqué que l'essentiel des consultations concernaient donc les substances qui ne sont pas les opiacés, et celles-ci sont génératrices de revenus, sachant que les patients TSO n'honorent pas donc la consultation. Et cette consultation génératrice de revenus va finalement venir en appui aux difficultés de financement que rencontre déjà le CEPIAD, mais malheureusement au détriment du suivi des patients sous TSO. Quels sont finalement donc les nouveaux défis? Donc les nouveaux défis, déjà, se poser la question, est-ce que finalement la diminution du nombre de PUD, donc du nombre d'inclusions et du nombre de patients dans le programme peuvent être dus à, comme hypothèse principale, nous avons donc noté, est-ce qu'il y a peut-être une diminution de l'injection comme mode de consommation? Ou également, on peut aussi se demander, est-ce que finalement, la consommation des drogues injectables, elle n'a pas été remplacée, donc la consommation par injection des drogues injectables n'a pas été remplacée par finalement les nouvelles drogues. Et pour cela, on aura besoin d'une étude épidémiologique plus large pour pouvoir un peu dans le cadre de type du UTSEN pour pouvoir un peu avoir les réponses à ces questions. Et pour finir, les autres nouveaux défis, nous avons donc adapté le programme des RDR aux besoins des patients. Ça veut dire proposer un accompagnement médico-psychologique et social complet et gratuit. Pour les patients qui sont stables du point de vue addictologique, les accompagner vers la sortie du traitement. Accorder également un intérêt particulier aux perdus de vue du programme, étant donné qu'on avait noté à peu près 25% de perdus de vue. Donc, ce serait donc reprendre contact avec ces perdus de vue, notamment ceux qui sont encore sous l'emprise des substances psychoactives, et également remédier aux facteurs individuels qui contribuent au risque donc d'interruption thérapeutique. Pour cela, on aura besoin de financement durable dans le temps, afin de pérenniser les services qui sont proposés. Je vous laisse souffler ou vous enchaînez? Vous préférez enchaîner? Oui. D'accord. On passe à la deuxième présentation sur les motifs d'arrêt du traitement de l'obésité, l'évolution de la consommation chez les patients perdus de vue au CPS. Dans la continuité de la présentation. Merci, Dr Samba. Allez-y. Comme il vient de le dire, donc nous allons passer sur les motifs d'arrêt de traitement de TSO et l'évolution de la consommation chez les patients perdus de vue au CEPIAD. Donc, alors, pour un peu contextualiser donc ce sujet, donc comme je l'avais dit tout à l'heure, la réduction de risque a été implémentée en juillet 2015. 2 ans plus tard, on a eu 1100 dossiers de consommateurs de drogues injectables qui ont été ouverts, dont 25% ont intégré le programme TSO. Cependant, on a encore donc 25% de perdus de vue et un seul patient qui est sorti du programme. Donc pour cela, on va se poser la question, est-ce que on va se demander quels sont donc les facteurs qui favorisent et qui limitent le succès de la sortie du traitement à partir des perceptions des usagers et des professionnels de santé. Pour cela, nous allons donc décrire et analyser les motifs d'arrêt, comprendre et analyser l'état de la consommation donc des perdus de vue. Donc finalement, comment ont été sélectionnés ces perdus de vue-là? Donc pour rappeler, les perdus de vue, ce sont donc des anciens patients du programme qui sont sortis sans l'avis du médecin, donc avant que leur prise en charge ait été terminée. Donc pour cela, on a été aidé par un père facilitateur qui nous a permis donc, avec qui on s'est déplacé au niveau du terrain, donc au niveau des zones de forte consommation, et grâce également à son réseau élargi d'anciens patients, nous ont permis de mettre en contact avec une population qui était difficilement accessible. Les informateurs clés aussi nous ont aidés, grâce au registre, à pouvoir contacter les perdus de vue. Pour vous montrer un peu la cartographie des zones de forte consommation à Dakar, donc on retrouve des zones comme le niveau donc, un peu proche du centre-ville, enfin proche du centre-ville, donc ce serait Grand Yoff, Sicap Liberté, Médina et Grand Dakar, et des endroits un peu au niveau de la banlieue, donc on parlera de Parcelles Assainies, de Pikine, de Guédiawaye et de Golf. Donc, comme je l'avais rappelé tout à l'heure, c'était des entretiens semi-directifs individuels qui ont été faits en face à face avec donc les patients perdus de vue.
quelles ont été les limites de l'étude? Donc, bien évidemment, perte de vue, population cachée. Donc, on avait eu pas mal de difficultés avec le facilitateur à accéder à ces pertes de vue-là, ce qui entraîne finalement qu'on ait eu un nombre pas très élevé de pertes de vue. Et également, pour ce problème d'accessibilité a également montré le fait qu'on n'a pas pu faire de focus group pour pouvoir tous les réunir, ce qui aurait peut-être été intéressant. Également, au niveau de la consommation donc de ces patients-là, donc l'état qu'on a des consommations des patients qui ont été objectivées, n'a pas forcément été confirmé cliniquement. Donc finalement, la population d'études, donc ce qu'on a remarqué, c'était qu'il y avait 85% d'hommes comparé à 15% de femmes. Nette prédominance également des personnes âgées de plus de 50 ans. Et ce qui était intéressant, c'était surtout au niveau de l'activité professionnelle, parce qu'on s'est rendu compte que les pertes de vue comparées à ceux qui sont encore dans le programme TSO, on retrouve 40% de travailleurs qui sont chez les pertes de vue, donc de travailleurs ou de personnes avec une activité professionnelle, alors que chez les personnes qui sont en maintenance, qui sont encore dans le programme TSO, on retrouve 80% de travailleurs. Nous allons maintenant analyser ces trajectoires de perte de vue-là. Alors, c'est l'intégration donc de ces pertes de vue dans le processus de traitement ne veut pas forcément dire arrêt de consommation pour la majorité, c'est-à-dire qu'une bonne partie, en plus de la méthadone, consommer d'autres substances telles que la cocaïne, le crack ou le cannabis et d'autres substances psychoactives comme les médicaments à usage détourné. Nous avons également fait un deuxième constat, c'est que les trajectoires de ces pertes de vue-là ne sont pas des trajectoires d'entrée dans le processus de traitement et de sortie, mais des trajectoires beaucoup plus complexes, avec une succession donc, de personnes qui rentrent dans le traitement, qui interrompent leur traitement, et qui, au final, au bout de quelques mois à quelques années, sont réinclus dans leur programme TSO. Donc, c'est une trajectoire un peu décousue qui, finalement, aboutit rarement à une abstinence totale ou du moins durable. Concernant maintenant l'état de consommation des pertes de vue au moment de l'enquête, donc nous avons interrogé 13 patients. Parmi ces 13 patients, nous avons vu que la majorité consommait comme produit principal de l'héroïne ou du crack, ce qui correspond à 62% de ces patients, sachant que les patients qui sont encore dans notre programme, on en avait à peu près 27%. Et du coup, on retrouve par contre 5 personnes sur 13, donc 5 enquêtés, qui avouent être sevrés. On a aussi remarqué qu'on avait une proportion importante de personnes qui continuaient à prendre du crack. Nous allons maintenant passer au motif d'arrêt ou de sortie du traitement. Donc, nous avons donc deux différentes catégories. Donc, ceux qui ont arrêté le traitement, donc sevrés donc de manière volontaire. Donc, la plupart du temps, ce sont des personnes qui arrêtent le traitement progressivement. Donc, ce sont des personnes qui perçoivent la méthadone comme un nouvel objet de dépendance, car ils ont l'impression qu'ils ont une continuité de rapport de dépendance à un produit. Notamment, ils ont l'impression que le traitement est assez long, donc ils s'impatientent face au traitement. On parle également de motifs d'arrêt, des effets secondaires perçus, donc des effets secondaires à titre de troubles sexuels, comme avait parlé tout à l'heure mon collègue, à titre de baisse de libido. Mais également, certains ont objectivé que lorsqu'ils diminuent leur consommation, le syndrome de manque qu'ils percevaient était assez sévère, ce qui fait qu'ils étaient plus en plus méfiants face aux produits. Et certains aussi ont l'impression qu'ils ont besoin de sortir de ce traitement-là pour pouvoir compléter leur processus de rétablissement, car ils ont l'impression d'être guéris. Maintenant, nous allons passer au motif d'arrêt, donc de sevrage involontaire. Donc, c'est des sevrages plutôt brutals. Donc, ce sont des personnes qui ont soit été incarcérées, sachant qu'on n'a pas de dispositif d'administration donc de TSO au niveau des prisons. Des personnes qui également sont dans un milieu de vie qui n'est pas propice à l'arrêt donc de la consommation, notamment lorsqu'ils vivent entre les consommateurs. D'autres personnes qui ont déménagé ou bien qui ont dû se déplacer hors donc de Dakar, ce qui fait qu'ils n'ont pas eu donc accès à la méthadone. Et une personne qui m'a avoué que c'est à cause du désaccord avec le professionnel de santé qu'il a préféré arrêter son traitement. Finalement, quels sont donc les facteurs de succès et d'échec de l'arrêt du traitement? Nous allons commencer par les facteurs d'échec. Donc, ce sont le plus souvent des personnes qui sont en situation de précarité financière et de vulnérabilité sociale.
notamment les consommateurs qui habitent dans des résidences, des consommateurs qui habitent dans des résidences partagées. Donc, c'est un milieu qui n'est pas propice à l'arrêt du traitement. Et également d'autres qui ont des activités professionnelles telles que les travailleurs du sexe, qui exposent à des risques sanitaires judiciaires, mais surtout de stigmatisation sociale également, qui fait qu'elles se retrouvent dans des résidences entre consommateurs et sont stigmatisées par leur famille, ce qui fait qu'elles ont du mal à repartir, à revivre dans leur logement familial. Il y a une étude qui a été faite en Tanzanie qui a rapporté également que finalement, les horaires de travail sexuel constituent un obstacle à la prise de traitement, ce qui fait qu'une bonne partie des TS qui venaient prendre leur traitement et qui continuaient leur activité avaient un grand risque de rupture thérapeutique comparé aux autres. Maintenant, on va parler des facteurs déjà du sevrage involontaire. Lors d'une étude également en Tanzanie, nous avons rapporté qu'il y avait des patients qui ont dû arrêter donc leur traitement méthadone parce qu'ils ont été en contact avec des professionnels de santé. Et ces actes sont perçus par ces personnes-là comme une sorte de pouvoir, de contrôle donc vis-à-vis de la distribution de la TSO. Et finalement, elles ont arrêté leur traitement et elles ont été contraintes à rechuter donc dans la consommation d'héroïne. Un autre constat a été fait, c'est que les personnes qui avaient tendance à sortir dans du traitement, mais également à augmenter donc leur consommation de prise de cocaïne ou de crack, à l'instar de l'héroïne qu'ils avaient complètement arrêté. Et finalement, quels sont les facteurs de succès de l'arrêt du traitement? Bon, on pourrait se poser la question de la durée optimale du traitement. Donc, au bout de combien de temps ce traitement, les patients peuvent finalement sortir du traitement TSO? Sauf qu'en fait, au niveau de la scène scientifique, pas vraiment de consensus. Il dépend de plusieurs paramètres comme la trajectoire du patient. Il dépend de l'âge de début. Donc, plus un patient a commencé très tôt à consommer, plus il aura une durée de traitement assez longue. Également de la durée de l'addiction. Plus la personne a été dans l'addiction pendant un moment, plus son traitement sera très très long. Et également de la perception du traitement. Est-ce que finalement le traitement est pour lui une solution miracle à la sortie donc de son addiction ou pas? En France, on retrouve 41% de patients qui sont sur TSO et qui ont une durée donc de plus de 7 ans de traitement. Et finalement, l'environnement social est très important au succès donc de l'arrêt du traitement. Donc, on a eu quelques patients qui ont affirmé avoir arrêté leur consommation, car ils ont eu un socle familial assez important. On a aussi également un rétablissement des responsabilités familiales ou religieuses, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont eu un regain d'estimation d'eux-mêmes du fait de leur nouvelle place dans leur famille et du fait de leur responsabilité. Il y a d'autres personnes aussi qui sont des personnes assez âgées qui ont arrêté donc la consommation de drogue, mais finalement c'est un passage plutôt de l'addiction aux maladies donc cardiovasculaires qui prennent plus de place à partir d'un certain âge. Mais la plupart des personnes qui ont arrêté donc le traitement, c'est des personnes qui ont également conscience de la fragilité du sevrage, du fait d'un long passé de consommation et d'un long passé de tentative d'arrêt. En conclusion, il faut noter donc que le caractère volontaire du sevrage et l'environnement social sont des déterminants importants au succès de l'arrêt du traitement, notamment dans le contexte socio-culturel au Sénégal. Également, des facteurs institutionnels, donc des facteurs d'accompagnement vers la sortie. Cependant, il requiert un consortium pluridisciplinaire avec des ressources humaines et financières. À noter que la sortie de traitement, selon certains scientifiques, peut ne pas concerner tous les patients, du fait du long passé d'usage donc de drogue, pouvant entraîner des conséquences neurobiologiques et neurophysiologiques irréversibles. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Aïssatou. Merci pour ces deux belles présentations qui font un peu au niveau institutionnel du service du CPR et de son fonctionnement. Nous allons passer à la dernière présentation sur le retentissement psychosocial de l'usage de drogue chez des patients et des parents d'adolescents psychiatriques à la Croix-Bleue d'Abidjan. Présentation faite par Dr Thierry Logon Diaco, qui est enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, et également qui intervient également au niveau de la Croix-Bleue. Dr Logon Diaco, vous avez
10 minutes. Excusez-moi, c'est bon? Allez. Bonsoir à tous. Je suis docteur Diaco Logon Albert Thierry. J'enseigne à l'université de Félix Houphouët-Boigny à Abidjan et je vais vous présenter une communication sur le sujet retentissement psychosocial de l'usage de drogue chez les parents et l'adolescent pris en charge à la Croix-Bleue d'Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire. Alors, le plan, c'est un plan classique. Il y a une introduction, c'est à la fois une problématique. Ensuite, en 1, la méthodologie. En 2, les résultats. En 3, la discussion. Et on termine par une conclusion. Alors, ici, l'ampleur, il y a la consommation de drogue au niveau mondial qui prend de l'ampleur. Selon l'ONU-DC, en 2018, près de 269 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans avaient consommé une drogue au cours de l'année précédente. Et si la même tendance se maintient, la même structure estime qu'aux alentours de 2030, il y aurait 299 millions de personnes qui consomment la drogue. Alors, cette propension à la consommation s'observe aussi en Afrique, d'après la revue de littérature conduite par Olawole, Isaac et Ali. Alors, on observe ce même phénomène en Côte d'Ivoire. Revenez en arrière, s'il vous plaît. On observe ce même phénomène en Côte d'Ivoire. Alors ici, il y a 59,2% de la population en Côte d'Ivoire qui consomme de l'alcool. Et ce chiffre oscille entre 27,5 et 36% chez les consommateurs de tabac. Et dans la même population, 12,7% d'usagers, on observe 12,7% d'usagers d'analgésiques, 9,6% d'utilisateurs de tranquillisants et 2,5% de consommateurs de cannabis. Alors, d'après cette même étude, le taux de consommation du cannabis, de l'héroïne et de la cocaïne chez les élèves est en augmentation. C'est respectivement de 5,3, 4,8 et 4,1%. Et chez cette population, le mode de consommation est plutôt une polyconsommation. Alors, comme conséquence, on peut noter que chez les jeunes, une consommation peut entraîner des problèmes de santé mentale et physique. À cela, il faut adjoindre une augmentation du taux d'échec scolaire et il faut noter aussi que la consommation de drogue est associée à la délinquance et à la criminalité. Le problème est le suivant. Si il est vrai que le taux de consommation prend de l'ampleur et que les interventions sont à la fois préventives et curatives, il faut noter que les parents ne sont pas pris en compte dans la sensibilisation ni dans la prise en charge. C'est plutôt axé sur les usagers, les jeunes. Et nous avons observé à la Croix-Bleue certains parents qui, dès le départ, sont surpris que leurs enfants consomment la drogue, mais que cette tendance se maintient dans le temps. Si au départ c'est légitime, si ça se maintient dans le temps, ce sont les indicateurs d'une souffrance. Et c'est ce qui a attiré notre attention sur la problématique. Alors, pourquoi nous nous intéressons à cette question? Si les parents doivent servir de soutien à leurs parents, à leurs enfants plutôt usagers de drogue, et ils se trouvent qu'ils sont eux-mêmes en détresse, cela fait qu'ils ne peuvent pas jouer leur rôle de soutien. D'une part.
D'autre part, puisqu'ils sont en détresse, ils vont adopter des comportements inadaptés qui vont renforcer l'addiction de leur enfant. Alors, dans cette étude, nous visons deux objectifs. D'une part, nous voulons décrire le retentissement psychosocial chez les parents de l'usage de drogue de leurs enfants. Et d'autre part, nous voulons mettre en évidence les stratégies adoptées par ces parents pour faire face à la situation. Notre méthodologie s'articule en trois axes. Le premier axe, ce sont les participants. Le deuxième, c'est l'instrument d'enquête. Et le dernier, c'est la technique de traitement des données. Alors, les participants sont au nombre de 8. Il s'agit en effet de 4 couples parentaux et qui sont les parents d'enfants usagers de drogue pris en charge au sein de la Croix-Bleue. L'instrument d'enquête est un entretien semi-directif. L'exploitation des données est réalisée à partir de l'analyse de contenu thématique, mais les entretiens sont d'abord retranscrits à partir du logiciel Google Docs. Résultats. Voici le premier niveau des résultats. Alors, le retentissement prend 4 formes. Il y a une dimension émotionnelle, une dimension économique, une dimension spirituelle et enfin une dimension sociale. Il faut noter que la dimension émotionnelle est dominante parce qu'elle représente 44% des idées émises. Ensuite vient la dimension économique, 25%, la dimension spirituelle, 17% plutôt, et la dimension sociale, 13%. Alors, dans le détail, quand on regarde les indicateurs de la dimension émotionnelle, on se rend compte que c'est dominé par l'inquiétude, la peur que développent les parents au sujet de ce que quelque chose de mal pourrait arriver à leur enfant. Et en deuxième position vient le choc émotionnel, la surprise de découvrir son enfant toxicomane. Les deux représentent 8% des idées exprimées. Et en troisième position, il y a la peine et la souffrance de voir son enfant ou son fils enfermé. Et à côté de cela, il y a d'autres émotions négatives telles que la culpabilité, la honte, la colère et l'énervement envers le mari. Concernant la dimension économique, le premier aspect, l'aspect dominant, c'est l'épuisement des économies des parents. Et cet épuisement est lié au coût des soins et toutes les dépenses associées à l'itinéraire thérapeutique. Mais à cela, il faut ajouter le fait que les enfants commettent des vols et des larcins et s'endettent, et c'est aux parents de rembourser ces dettes. Et c'est tout cela qui épuise financièrement les parents. Au niveau de la dimension spirituelle, on observe des prières et des jeûnes fréquents. Donc, ces parents se mettent à jeûner et à prier, espérant que le mal va se résoudre. Et puis, d'un autre côté, on observe une baisse de prière. Donc, il y a deux types de réactions. Il y en a qui prient davantage et il y en a qui perdent la foi. Et à côté de cela, il faut noter que certains parents ont souligné qu'ils se sont fait tromper par des hommes religieux véreux ou des charlatans qui leur ont fait la promesse de guérir les enfants, mais en vain. La dimension sociale. Alors ici, ce qui domine, c'est le doute de la parole de l'enfant. Les parents commencent à douter de leur enfant et deviennent méfiants envers lui. C'est ce qui domine. Et en deuxième position, c'est le mépris des autres membres de la famille envers les parents et la stigmatisation des voisins. Alors, pour résumer, selon la théorie transactionnelle du stress, si les parents manifestent de telles réactions, c'est parce que
lorsque l'être humain est confronté à des difficultés existentielles, il perçoit d'une part les ressources dont il dispose pour faire face à ces difficultés et d'autre part la complexité ou la gravité de la situation. Et s'il estime que ces ressources surpassent les difficultés, alors il a tendance à adopter des conduites rationnelles pour résoudre le problème. Mais si en revanche, il a le sentiment que les difficultés excèdent ses ressources personnelles, alors il commence à éprouver du stress et à développer des comportements inadaptés. C'est bon, allez-y. Continuez. Très bien. Allez-y, continuez. Avancez. Encore, allez-y. Vous dites? Allez-y. OK. Alors, allez-y plus en avant. Allez-y. Alors, les résultats de cette étude qualitative exploratoire sont sur les conséquences sur les parents de la prise de drogue de leurs enfants tendent à montrer que ces parents rencontrent de nombreuses difficultés de nature émotionnelle, économique, sociale et spirituelle. Il apparaît que ces parents ont besoin de soutien. Aussi devraient-ils être pris en compte dans le cadre d'une prise en charge holistique de la consommation de drogue afin d'améliorer le. Merci beaucoup, M. Jaco. Donc, nous voilà au terme des 5 présentations. Donc, nous allons passer à la discussion. Bon. On peut aller jusqu'à 13h40. Il est 13h16. On va se donner peut-être 20 minutes de discussion. On va se donner 20 minutes de discussion. Comme ça, on va passer au déjeuner. Vous pouvez venir là, ceux qui ont présenté. Ceux qui ont présenté peuvent venir. Albert. Oui, 20 minutes. Qui veut prendre la parole? Oui. Et Omar? Omar, c'est comment? Omar? Omar Bawi. Madame Diop, principale. Yeah. Oui. Jérôme. Professeur Ba. Oui. Oui. Professeur Tabara. C'est bon? Omar, vous pouvez prendre la parole. Omar Ba. Le micro. Ok, merci beaucoup, cher panéliste. J'ai une question par rapport à Dr Albert. Je voudrais que tu reviennes sur la méthode chinoise. Et l'autre question, c'est pour docteur. Docteur, vous avez parlé de l'injonction thérapeutique. Est-ce qu'aujourd'hui, l'injonction thérapeutique est inclue dans le programme de la RDR en Côte d'Ivoire, vu la loi numéro 2022-407 du 13 janvier 2022? Et pour Madame Sall, vous avez parlé en 2019, un taux de 25% de perdu de vue au niveau du CEPIAT et un nombre 34 de patients ayant arrêté le traitement de méthadone en 2022. Je voudrais savoir si ils ont l'avis du médecin ou bien ils ont quitté de leur propre gré. Merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre les questions et puis après on pourra répondre. Je pense que c'est plus simple.
Merci. Micro, allez-y. Merci, bonjour. C'est une question qui s'adresse à tous les intervenants. Déjà, bravo pour votre travail. Je me disais comment les structures que vous avez étudiées avaient pris en compte un peu vos recommandations et vos résultats. Comment la Croix-Bleue a adapté ses interventions par rapport à vos travaux, comment le CEPIAD a adapté ou amélioré ses interventions par rapport à vos travaux et à vos conclusions. Et encore une fois, bravo, parce que c'est très intéressant aussi d'aborder l'aspect des proches. Souvent, on les oublie, on étudie beaucoup les idées, mais les proches, on l'a vu, ont une part vraiment importante dans le processus de soins et de traitement quand il le s'agit. Merci. Oui, merci. Je pense que c'est une question qui est adressée aussi bien à Aïssatou qu'au présentateur de Vie de Croix-Bleue. Nous allons passer la parole à Mme Diop, votre femme. Merci, Monsieur le Président. Je pense que moi, c'est pas une question, c'est juste peut-être une contribution et ça s'adresse à Albert, professeur Albert. Dans votre étude, je pense que vous avez fait focus sur les consommateurs, mais pas sur l'environnement immédiat du consommateur. Et quand on parle de vécu et perception, moi je pense que ce serait intéressant aussi de regarder un peu l'environnement immédiat du consommateur, la famille et surtout le quartier, surtout la famille et le quartier. Parce que quand on parle de vécu, moi je pense qu'il faut aussi étudier les aspects sociaux du consommateur. Sur le plan social, essayer de voir les activités RDR, est-ce qu'elles ont impacté sur l'environnement de l'usager. Parce que je prends juste un exemple. Dans un quartier à haute consommation à Dakar, le quartier Grand Dakar, nous, on a eu comme perception que les parents ont beaucoup apprécié l'existence du CEPIAD et les activités RDR. Parce que quand une maman ou bien un père te dit que la violence a diminué de façon extraordinaire, parce que les gens n'osaient pas sortir à 20 heures, parce qu'il y avait beaucoup d'agressions dans le quartier. Et depuis que le CEPIAD ou bien depuis que les activités RDR ont démarré, on a vu que il y a presque plus de violence et que les gens peuvent circuler jusqu'à 2 heures du matin. Et c'est un peu pour caricaturer qu'ils te disent que les usagers qui étaient des lions sont devenus des moutons. Moi, je pense que ça, c'est assez révélateur. Ce serait intéressant de mener une étude anthropologique, en tout cas des recherches à ce niveau pour voir quand même l'impact des activités RDR sur le vécu des consommateurs dans leur environnement. Merci. Pour cette contribution. Donc, passer la parole au professeur Tabarassila. Merci et merci aussi aux orateurs pour leur brillante exposition est très intéressante, mais je vais poser des questions à mes amis de la Côte d'Ivoire, donc par rapport, en tout cas, les vécus et perceptions des parents. Donc, d'abord, pour Dr Mathieu, qu'est-ce que vous voulez dire par parents désintéressés et parents engagés? Donc, je pense que c'est important de faire des petites notes pour qu'on puisse voir. Et pour vous, Dr Thierry aussi, et c'est valable pour tous les deux, parce que quand même, j'ai une grande pratique des parents. Je suis thérapeute aussi systémique et familiale, psychothérapeute. Et je suis étonnée de ne pas voir la dimension de la honte en tout cas dans vos résultats. Et que c'est très souvent cette honte-là qui va donner des mécanismes de défense, des réactions qui, a priori, on peut les confondre par un désintérêt ou bien un rejet, mais que cette dimension de la honte est extrêmement importante à travailler pour que les parents puissent adhérer, en tout cas, à la prise en charge. Donc, voilà, en tout cas, au Sénégal, c'est très verbalisé. Ça. Quand on creuse un peu au-delà, on m'a marabouté, on m'a jeté un sort, c'est un délinquant. Quand on prend le temps de creuser, cette dimension de la honte va impacter dans la relation et impacter aussi dans l'issue de la prise en charge. Merci. C'est la professeure Ba. Merci beaucoup. Je pense que pour l'essentiel, mes prédécesseurs ont pris en compte mes questions. Moi, je voudrais vraiment qu'on revienne sur les concepts. C'est important quand même qu'on puisse, au niveau conceptuel, au niveau des concepts, qu'on puisse parler le même langage. Parce que j'ai vu aujourd'hui que nos amis ivoiriens, nos amis camerounais
parle de toxicomanie. Et ils sont beaucoup revenus sur ça, parlent de toxicomane, etc., qui est un terme quand même qui est péjoratif, qui est un terme qui est restrictif, parce que ça ne recouvre pas l'ensemble des gens qui consomment de drogue et qui constituent vos cibles, etc. Donc je pense que ce serait très bien qu'on puisse c'est la même chose aussi pour Dr Aïcha. Hein. Dr Aïcha, quand vous parlez des perdus de vue, est-ce que ça n'englobe pas aussi non plus les abandons? Il y a des gens qui abandonnent le traitement. Et pour vous, qu'est-ce que ça veut dire perdu de vue? Est-ce que ça englobe aussi les abandons? Parce que nous avons plusieurs motifs d'arrêt. Hein? Plusieurs motifs d'arrêt. Et ces motifs d'arrêt, bon, ça, c'est pas très sorti dans votre présentation. Il y a des gens qui arrêtent, qui sortent du programme CEPIAT parce que ils ont voyagé. Il y a des gens, et quand ils voyagent, ils annoncent leur voyage. Et il y a des lettres de recommandation qu'on leur fait. C'est comme les gens aussi qui disent que j'ai un emploi à Mbour, est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec l'unité de Mbour? C'est des transferts. Parfois aussi, nous avons des relais, c'est-à-dire des gens qui sont suivis dans des SAPA en France, qui viennent, qui partent d'un jour et qui repartent. Je pense qu'il faudrait clarifier ces différentes notions. Par contre, faire de... Voilà. Il y a des gens qui... Voilà. Je pense que c'est tout ça qu'il faut essayer de clarifier pour qu'on puisse parler de langage. Voilà. Merci beaucoup. C'était les quelques remarques que je voulais... Merci beaucoup, professeur Ba. Mathieu, vous voulez dire quelque chose? Non, merci, parce que ma question a déjà été posée par madame. C'était sur les parents désengagés ou plus engagés, donc c'est bon pour moi, merci. On va donner la parole au... Oui. Alors, je vais faire le relais du professeur Moustapha Faye, qui dit « Ma question concerne les présentations de Dr John et Dr Sall sur les enjeux de réduction de risque. En jetant un regard sur la circulation des drogues au Sénégal et les ressources institutionnelles mises en place pour la prise en charge, je me dis que toute la jeunesse sénégalaise est à risque, y compris les services dédiés comme le CEPIAD. » Merci. Oui, donc avant de donner la parole aux orateurs, moi j'ai juste quelques... C'est vrai qu'il y a une question sur effectivement qu'est-ce que ça veut dire par engagé. Je pense que c'est revenu. Je pense que c'est important de pouvoir éclairer les gens sur ce concept-là. Puis par rapport à Dr Albert, moi je pense effectivement, je ne sais pas à quelle période cette étude a été faite. Je pense que c'était en 2018. À 2020. Je pense que ce serait bien de peut-être revenir, surtout par rapport effectivement aux perceptions, par rapport au traitement qui sont. Peut-être qu'il y a des choses peut-être qui en temps peut-être ont évolué. Je pense que ce serait bien de pouvoir revenir sur par rapport aux expériences d'arrêt, par rapport effectivement à la... Et puis je pense que par rapport à ce que disait Madame Diop, par rapport effectivement au vécu des milieux dans lesquels les gens vivent. Je pense qu'il a un peu dit en parlant un peu de l'économie, des familiales qui sont beaucoup plus honorées maintenant. Je pense qu'au-delà de ça, il y a d'autres aspects qu'il faudra peut-être mieux voir. Et par rapport à Aïcha, je pense qu'à un moment donné, tu as parlé par rapport aux facteurs pour expliquer un peu la diminution des ingrédients, tu as parlé de la diminution des injections. Peut-être la diminution peut-être de la consommation de pièces, peut-être, qui était remplacée par d'autres substances. Il y a une diapositive également où tu parlais de presque 300 personnes dépistées au VIH et au charge, on n'a pas trop compris. Je pense que peut-être tu peux revenir sur ça. C'était quoi les 300 personnes dépistées au VIH et à l'hépatite C? VIH plus suivi. Je pense que les quelques remarques que j'avais. Bon, je vais passer la parole d'abord à Dr Albert John pour répondre à ces interpellations. Merci, Président Omar Ba. Je sais que Omar Ba a posé la question sur la méthode chinoise pour vous, parce que lui, il connaît. Et on a
découvert ensemble quand les usagers de drogue nous expliquaient à Hambourg la méthode chinoise. Et c'est plus tard que j'ai fait des recherches pour me rendre compte que oui, ce qu'on nous a raconté sur le terrain, ça existe ailleurs. Donc la méthode chinoise, c'est quoi? Je prends mon temps pour vous l'expliquer. Donc on a 2 flacons comme ça. Dans le premier flacon, on a 25 ml de méthadone et dans le second flacon, on a 25 ml de jus d'orange. Donc à chaque fois que le patient prend sa dose de méthadone, donc disons 2 ml, il remplace avec 2 ml de jus d'orange. Ok? À chaque fois qu'il prend ici, il remplace avec 2 ml d'orange. De telle sorte qu'à la fin, de jour en jour, ça va être très dilué et à la fin, il va boire que du jus d'orange. Et donc, ça, c'est une méthode qui est utilisée, mais qui demande beaucoup d'engagement et de détermination, mais surtout de volonté. Sinon, ça ne marche pas parce que c'est laissé à l'usager pour qu'il le fasse seul chez lui. Et d'ailleurs, la recommandation, c'est de mettre ça au frais, sinon le jus va passer à l'acide rapidement. Donc, la question a été posée pour la salle, mais pas pour lui-même. C'est ça. Oui, c'est une technique. Exactement. Oui, mais c'est ça qui a été dit, ouais. Non, c'est ça qui a été dit depuis longtemps, hein. Parce que comme je vous ai dit, hein, il y avait eu une construction de l'idée de traitement approprié. Et dans cette construction classique, c'était un sevrage. Donc, plus d'addiction, ni aux drogues, ni à des médicaments. Voilà, exactement. Et du coup, c'est à Hambourg particulièrement qu'on a parlé de méthodes chinoises, hein. Mais ici à Dakar, les gens font autrement aussi. Il y a d'autres méthodes pour diminuer les doses, etc. Alpha-dose, oui, qu'on a. Je sais que Jérôme aussi a dit quelque chose parce qu'il a aussi rencontré des usagers qui ont aussi eu des méthodes pour diminuer les doses. Parce que l'idée, c'était vraiment de sortir de ça, de l'addiction. Très peu attractif. Programme méthadone parce que c'est installé dans la routine, etc., etc. Et les moyens, elle l'a souligné, les moyens ont beaucoup diminué, hein, avec les partenaires. Donc, les gens étaient pressés dans le programme parce que, d'abord, les bilans étaient gratuits, les médicaments étaient donnés gratuitement, etc., etc. Il y avait beaucoup d'activités aussi de convivialité qu'on leur proposait et qui faisaient que les gens étaient pressés de venir au CPAD et bien fait. Il y a l'état du bâtiment dont elle a parlé aussi, qui tarde à être reconstruit. Là aussi, c'est de force. Actuellement, nous travaillons dans des conditions très précaires. Nous sommes aussi précaires que les usagers. Donc, pour vous dire, nous sommes dans des conteneurs. Il y a beaucoup d'activités qu'on a dû arrêter. Donc, tout ça rend le programme très peu attractif. Donc, c'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer que nous en profitons. Hein. Ces éléments dont nous pouvons aussi profiter de l'occasion pour sensibiliser davantage. Oui, non, je voulais dire que oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des débats comme ça, souvent on a l'impression d'attaquer le CPIAD, mais non, c'est pas. En fait, c'est juste que c'est la raison pour laquelle j'ai fait ma discussion là-dessus, pour montrer qu'ailleurs aussi ça se passe de la même manière. Sur des questions de drogue, mais aussi sur des questions d'ARV, on l'a vu, il y a des réutilisations, et sur même, je disais en rigolant, même sur le riz, le tchèp, il y a des pratiques qui sont à la marge et qui sont vraiment déviées. Et donc ça, ce sont des choses qui sont très humaines, mais qu'il est aussi important de décrire afin de pouvoir aussi comparer les différents contextes, bien qu'il y ait aussi d'autres difficultés que rencontre le CPIAD. Mais tout au début aussi, on a aussi rencontré ce que Mme Diop disait, hein, il y avait cette euphorie justement quand le programme a commencé, pas seulement parce qu'il y avait beaucoup d'offres de services, mais aussi parce que pour une première fois, en groupe, en masse, les gens ont senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé en eux. Quand on a commencé à les intégrer dans le programme Méthadone, ils ont commencé déjà dans les ménages à crier haut et fort qu'il y a des choses qui étaient
très différentes, mais qui ont changé. Moi, quelqu'un m'a expliqué que c'est quand il a commencé son programme Méthadone qu'on a eu confiance à lui donner l'argent pour aller acheter le mouton de Tabaski. Et pour lui, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas imaginer il y avait juste 2 mois. Et donc, c'est... très intéressant. D'accord, ok. Je demanderai de continuer à répondre et puis après les autres. Ouais, et enfin, je voudrais apporter une réponse à la prise en charge par le CEPIAD des résultats des enquêtes sociales, on l'a dit, hein, et surtout sur des plaintes. On a eu des comités avec le CEPIAD qui a écouté justement les différentes plaintes et qui les a pris en compte, notamment sur l'emport à domicile de la méthadone. Merci. Oui, mais également sur d'autres choses également. On prend beaucoup en compte. On ne sent pas fondamentalement que ce sont des attaques. Hein. Je pense que ça nous permet d'améliorer effectivement notre pratique et de mieux voir, même avoir un œil extérieur par rapport à ce qu'on fait. Et je pense que c'est toujours utile d'avoir des retours comme ça. Donc, nous allons laisser la parole à Mathieu. Donc, je pense que la première question était de savoir est-ce que la réduction des risques était intégrée dans l'injonction thérapeutique, c'est ça? D'accord. D'accord. Il faut dire que l'injonction thérapeutique est actuellement en phase d'essai en Côte d'Ivoire. Et la Croix-Bleue, étant un centre d'utilité publique, a dû commencer, c'est-à-dire le projet d'injonction thérapeutique. Mais la Croix-Bleue ne fait pas ce qu'on appelle la réduction du risque. Elle est plutôt centrée sur le sévrage. Donc, tous ces patients qui ont été interrogés ou qui viennent en injonction thérapeutique font simplement du sévrage, pas de réduction des risques. Mais je pense que, puisque ce projet est en essai, normalement dans la loi, la réduction des risques va faire partie du projet d'injonction thérapeutique. Mais présentement, pour l'essai, c'est simplement du sévrage. D'accord. Concernant le thème parents engagés, parents désintéressés, faut dire que c'est un concept qui est polysémique, c'est-à-dire qui peut prendre plusieurs orientations, plusieurs trajectoires. Mais concernant notre étude principalement, sur quoi nous avons voulu nous baser pour pouvoir scinder un peu cette trajectoire au niveau des parents, il y a ces éléments-là sur lesquels nous sommes basés. Par exemple, la présence des parents lors des rendez-vous. Et aussi le contrôle et la connaissance des sorties des patients au niveau des parents. Et aussi, on a pris aussi en compte l'apport affectif parental, le respect des consignes médico-psychosociales et des parents, et aussi une bonne collaboration médico-parentale et le respect des rendez-vous, une bonne aussi entente entre les parents et les enfants. Il faut dire qu'au niveau de la Croix-Bleue, le traitement se fait sur 2 volets. Le volet médical, psychologique. Donc, il est entretenu les parents concernant la démarche thérapeutique au niveau de la Croix-Bleue. Donc, le psychologue, il prend en charge le patient et en même temps les parents. Donc, si nous ne sommes pas trop intéressés concernant, comme Madame l'a dit, la honte, bien entendu, ce sont des facteurs qui peuvent influencer le processus de traitement. Mais on laisse à la charge du psychologue de pouvoir entretenir les parents, puisque c'est aussi un champ de son intervention. Voilà. Merci pour la parole, Dr Samba. Alors, concernant la première question, par rapport aux pertes de vue, qui regroupe un peu la question du professeur Ba. Alors, les pertes de vue, nous, on a considéré comme toute personne qui ont commencé la prise en charge, donc qui ont intégré le programme, mais qui l'ont pas terminé. Ça veut dire que les personnes qui ont été transférées vers une autre structure et qui continuent à prendre la méthadone ne sont pas considérées dans notre étude comme dans des pertes de vue. Mais les personnes qui ne prennent plus la méthadone, que ce soit volontairement ou involontairement, ce sont eux qu'on a pris comme population perte de vue. Maintenant, finalement, est-ce que le CEPIAD, il adapte un peu nos recommandations? Effectivement, parce qu'on a fait une séance où on a montré nos résultats il n'y a pas très longtemps, et effectivement, ils prennent en compte nos recommandations. Mais bien évidemment, il y a encore donc le problème de ressources humaines et financières
insuffisantes. Notamment, une partie de nos résultats a déjà commencé, c'est-à-dire par rapport aux perdus de vue. Avant déjà l'enquête, ils avaient déjà commencé à rechercher des perdus de vue. Donc, on a apporté quelques éclaircissements concernant, par exemple, les consommations de ces perdus de vue-là qui n'avaient pas encore objectivé au CEPIAD. Maintenant, concernant la diminution de l'injection, en fait, je voulais dire que finalement, est-ce que le nombre d'inclusions et le nombre donc de personnes qui sont suivies dans le CEPIAD, c'est pas à cause donc de l'hypothèse de l'injection et donc deux hypothèses différentes, l'injection donc de ces produits et la consommation de drogues injectables, parce que les drogues peuvent être injectables mais pas forcément consommées. Donc c'est deux hypothèses-là que finalement on s'oppose, sachant que l'injection est un des facteurs de risque infectieux aux hépatites importants. Oui, en fait, c'était par rapport aux résultats, positifs de l'avènement du CEPIAD. On a constaté qu'il y avait plus de 300 personnes qui étaient dépistées VIH positif et hépatite C et traitées grâce au CEPIAD, depuis l'avènement du CEPIAD. Merci de me donner la parole. Je remercie toutes les personnes ici présentes pour leur ouverture d'esprit et pour la qualité des critiques et des interventions. Elles ont été toutes constructives. Je crois qu'il y a 3 questions qui me sont adressées. Bon, il y a plutôt une critique et 2 questions. Le professeur a tout à fait raison. Le terme de toxicomane est impropre. Je crois que maintenant, c'est le terme d'usager de drogue. Est-ce que j'ai raison? Donc, si j'ai employé le terme de toxicomane, c'est une erreur. Je vais corriger ça dans le document final. Concernant la dame qui est derrière, elle a parlé de la honte. Peut-être que vous n'avez pas fait attention, la honte est apparue dans les émotions négatives ressenties par les parents. Seulement que ça faisait pas partie des premières émotions parce que je les ai hiérarchisées à partir de leur fréquence d'apparition dans les discours. Mais comme c'est une étude qualitative, nous avons enquêté seulement quelques personnes. Peut-être que si on étend l'échantillon qui est un peu plus grand, la fréquence de la honte va augmenter. Donc, vous avez tout à fait raison, je suis conscient de cela, je vais prendre ça en compte. Et il y a une dernière question qui m'est adressée. Monsieur, votre nom c'est? Non. C'est Monsieur Omar. Il nous a demandé si les résultats de notre étude seraient pris en compte au niveau de la Croix-Bleue dans l'amélioration de la prise en charge. Voilà. Mais justement, c'est pour ça qu'on mène des études, c'est pour améliorer la prise en charge. Mais je n'ai pas encore donné le rapport final aux responsables de la Croix-Bleue. Vous êtes les premiers à voir le résultat. Quand ça sera fini, et quand on recevra aussi les actes du colloque, je pense que tout ça, ça va être pris en compte par les responsables de la Croix-Bleue pour améliorer la prise en charge. Et il est vrai que tout le monde se centre sur les usagers, mais si on ne prend pas en compte les parents, puisque les parents servent de soutien aux usagers, si eux-mêmes sont en détresse, ils ne peuvent pas soutenir leurs enfants, d'une part. D'autre part, puisqu'ils sont en détresse, ils vont produire des comportements inadaptés qui ne vont que renforcer la détresse de l'usager. Donc, nous avons tous intérêt à prendre en compte les parents dans la prise en charge et je sais que ce sera fait, Inch'Allah. Ouais. Merci, Dr. Thierry, de nous avoir fait la primeur de partager avec nous ces résultats-là. Vous voulez ajouter quelque chose, Badja? Oui. Concernant l'injonction thérapeutique, il faut dire que la loi de 2022 mentionne au sein de cette loi des personnes toxicomanes. C'est-à-dire que la loi n'a pas encore évolué pour prendre en charge les UD. Donc, si je me suis basé un peu sur les toxicomanes, c'est parce que c'est ce que quand le soit transmis, il vient du procureur, parce que c'est mentionné. Donc, du coup, si je dois changer le caractère, c'est comme si je partais hors de l'injonction thérapeutique. Donc, c'est un peu... C'est bien de le faire, ce retour-là, mais je pense que c'est à nous également de pouvoir faire évoluer un peu les choses du point de vue des autres autorités. Oui, Inch'Allah. D'accord. Je pense qu'on arrive au terme de cette session.
Donc, remercier tous les orateurs, mais également les participants, de la qualité effectivement des présentations, mais également de la qualité également des suggestions et des discussions. Donc, je pense qu'il est l'heure d'aller manger, c'est ça? Donc, là, c'est où? Là où on était tout à l'heure. Donc, on se donne rendez-vous là où on a pris la pause café pour le déjeuner, avant de revenir à 15h, Inch'Allah. Allez, merci.